Bienvenue sur le podcast de Pédagogie du Vivant, le podcast qui parle d'éducation en plein air. Je m'appelle Claire et chaque semaine, je reçois ici un ou une pédagogue qui nous partage son expérience en matière d'éducation hors des murs. Famille, professeurs des écoles, éducateurs, animatrices. Ces conversations ont pour but de transmettre et diffuser des pratiques diverses et variées qui tendent toutes vers un objectif: permettre aux enfants de passer un maximum de temps en extérieur et plus particulièrement au contact de la nature. Si vous souhaitez soutenir le podcast, n'hésitez pas à laisser un avis ou 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et surtout, à le partager autour de vous pour disséminer les graines de l'éducation en plein air. Et au passage, cela soutient mon travail et me fait chaud au cœur. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, Pédagogie du Vivant, tout attaché. Je vous souhaite une très belle écoute. Aujourd'hui, je vous propose un échange avec Pauline, amoureuse de Gadou et porteuse de joie. Depuis quelques années, Pauline s'investit dans des projets qui ont pour but de créer du lien social dans un environnement de nature et inspirant, et ce, en milieu urbain. Entre la joyeuse tribu qui pue, constituée de familles qui aiment partager du temps en extérieur, et le joyeux village, un collectif de quartier qui s'organise pour aménager et faire vivre un espace de jeu et de verdure ouvert à tous, Pauline nous partage son quotidien ponctué de moments de rencontres en plein air. Et parce qu'ils avaient soif d'aventure et de découverte, Pauline et sa famille sont partis en Asie avec leurs baluchons durant plusieurs mois et nous profitons de cet échange pour revenir sur cette vie de nomade vécue courant 2023. J'espère que cet épisode vous donnera l'envie de vous réunir avec d'autres familles pour réensauvager à votre tour les quartiers de nos villes. Je vous souhaite une très belle écoute. Salut Pauline! Bonjour Claire! Bienvenue sur le podcast. Je suis vraiment ravie de t'accueillir ici, d'autant que ça fait plusieurs mois qu'on parle de se caler un moment pour échanger. Alors, pouvoir enfin le faire, ça me fait super plaisir. Pour commencer, est-ce que tu peux nous dire dans quel coin tu es installée et ce que tu fais dans la vie? Oui, donc j'habite dans le nord de la France, dans l'agglomération lilloise, donc un environnement plutôt très urbain. Et je travaille sur le développement durable dans un grand groupe français. Et avant de travailler dans le développement durable, est-ce que tu veux bien nous raconter ton enfance? C'est une question qui me tient à cœur. Nous dire quel était le rapport que tu avais à la nature quand tu étais enfant. Est-ce que tu sortais souvent? Est-ce que tu as grandi au contact de la nature? Alors, moi j'habitais en périphérie d'une ville, dans le nord de la France également, donc dans un environnement plutôt bitumé, mais dans une impasse. Et donc ça avait la particularité de nous permettre être toute une bande de copains à jouer dehors. Donc je n'ai pas forcément entretenu un lien avec la nature très fort pendant mon enfance, mais j'ai entretenu un lien avec le dehors très fort, parce qu'on a passé, mon frère et moi, beaucoup de temps dans notre jardin. On a quand même un jardin, et avec un arbre, ce qui était mon lieu de prédilection, mon petit coin préféré, et beaucoup de temps dans l'impasse avec les copains. Bon, ça marque de toute façon aussi, aujourd'hui, tu es dans un quotidien, t'habites en ville, et du coup, il y a un peu une continuité finalement. Avec tes enfants, tu vas nous raconter ça, mais peut-être que ce contact à la nature en ville est similaire. Pauline, moi je t'ai découverte sur Instagram par le biais de ton compte We Love Gadou, sur lequel tu partages une partie du quotidien que tu vis avec ta famille, et notamment du quotidien que vous vivez en extérieur, donc avec des activités créatives, des balades, des voyages. Est-ce que cette habitude de sortir et d'être au contact de la nature, vous l'avez instaurée dès l'arrivée de votre premier enfant? Et pour préciser la question, quelle forme ça a pris au début? Par exemple, est-ce que
Est-ce que tu proposais déjà des activités? Est-ce que c'était uniquement des balades? Comment s'est fait un peu cette immersion en nature en famille? Ben, ça s'est fait de manière très progressive. Autant j'ai passé donc une bonne partie de mon temps libre d'enfant, dehors, comme je le disais, mais dehors en environnement urbain. Autant ensuite, ben, la vie m'a amenée, vraiment, en ville, via les études, via le début de la vie professionnelle. Et j'ai l'impression que ça c'est ce besoin d'être dehors, ce contact, tous les bénéfices que ça pouvait m'apporter enfant, je l'ai complètement enfoui en moi. Donc c'est plutôt classique, hein. Mais et à l'arrivée de mon premier enfant, j'avais pas du tout, en fait, pas du tout réfléchi à la manière, dont je voulais, aborder mon rôle de maman. J'avais lu très peu de choses. En plus, quand mon fils est arrivé, on était encore en recherche de maison, on a vite acheté une maison, puis on était dans les travaux, et donc j'étais pas du tout, branchée parentalité, rôle de maman, on va dire, investie. Et puis en fait, le premier déclic, c'est arrivé quand l'été de ces 1 an, où je suis tombée sur un article qui parlait du livre de Scott Sampson, Comment élever un enfant sauvage en ville. Donc c'était un tout petit article qui parlait des 5 meilleurs jouets de tous les temps, les bâtons, la ficelle, la terre, etc. Et en fait, ça m'a provoqué un vrai frisson. Et je pense que ça a été vraiment le réveil de ce qui était justement enfoui et de toute cette enfance au contact du grand air. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, tiens, comment dire, ça a commencé à orienter un petit peu et à me faire réfléchir sur la manière dont je voulais vivre ma parentalité, notre vie de famille. Mais je dirais quand même qu'avec mon premier enfant, on continuait plutôt quand même sur notre train-train de jeunes adultes, et on l'embarquait finalement dans notre vie d'adulte sans forcément modifier notre vie. Et c'est plutôt finalement quand sa petite sœur est arrivée 2 ans après que moi, allaitant ma fille, ma deuxième, j'avais peu de temps à consacrer à mon fils. Et finalement, quand il y avait un petit créneau disponible, on a la chance d'habiter tout près d'un grand parc. C'est un parc urbain, certes, mais il y a des petits coins quand même bien sauvages. Et en fait, ce qui s'est un peu naturellement imposé, ça a été de partir en balade avec mon fils dans ce parc qui s'appelle la Citadelle à Lille. Et en fait, c'est vraiment en renouvelant ces rendez-vous dehors, ces balades à deux, tous les deux, mon fils et moi, que ça a été un peu la continuité de ce premier déclic. Et je me suis dit, mais en fait, c'est c'est des moments comme ça que j'ai envie de passer avec mes enfants. C'est du temps dehors, c'est être au contact de la nature, du grand air. Et donc, dès que ça s'y est prêté, j'ai eu ma fille qui est née en hiver, donc dès qu'il a fait un peu plus doux, on a commencé vraiment à sortir là tous les 4 en famille, ou tous les 3, moi avec mes 2 enfants. Et c'est là que j'ai commencé à mettre un petit peu, à m'intéresser de plus en plus à tout ce qui est toutes les pédagogies alternatives, à tout le champ des possibles qu'offre le contact avec la nature. Et comment t'es passée du coup de sortie balade à sortie, on crée des choses, parce que il y a beaucoup de création, en tout cas ce que tu partages sur ton compte, beaucoup de création avec des éléments de la nature. Est-ce que c'est quelque chose qui t'est venu naturellement? Est-ce que cette créativité, tu la vivais et tu l'exprimais déjà, ou est-ce que c'est arrivé un peu comme ça, ou est-ce que tu as eu des outils, des formations qui t'ont amené à proposer ces choses-là à tes enfants? Et de la même manière que l'arrivée de mes enfants a réveillé ce bonheur et ce plaisir d'être dehors, ça a réveillé aussi une partie créative en moi, pareil, que j'exprimais beaucoup étant enfant, ado, à bricoler des petites choses sans aucune prétention. Mais ce besoin de faire travailler mes mains, de fabriquer, de créer, il a réémergé avec eux. Et d'ailleurs, c'était même en bricolant au départ pour eux des petits mobiles, des petites choses donc plutôt en intérieur, avec des matières d'intérieur.
des matériaux voilà fabriqués par les humains, que ce plaisir finalement de faire et de fabriquer est revenu. Et ce qui m'a donné envie de proposer ces activités aux enfants, ça a été en fait, c'est parti, je pense, de quelque chose de plutôt, j'ai envie de dire égoïste, mais moi j'avais aussi envie de trouver mon compte dans nos moments passés ensemble dehors, de me faire plaisir. Et parce que je pense que pour y trouver du plaisir et transmettre de l'enthousiasme, il faut soi-même aussi faire des choses qu'on aime et des choses qui nous font plaisir. Et donc, je pense que c'est parti de là, de voir, comment dire, de m'occuper moi quand j'étais dehors avec eux et m'amuser. Et puis, du coup, après, à chercher de nouvelles idées, par mimétisme, eux ont aussi eu envie de faire ce que je faisais. Et là-dessus, oui, je me suis beaucoup documentée sur Instagram. Pour ça, c'est une vraie mine d'or, une vraie mine d'informations. Il y a énormément de livres aussi sur des activités nature. J'ai suivi aussi la formation Passeur de nature en 2020. Et en 2021, j'ai suivi la formation, donc c'était parmi les tout premiers modules de pédagogie par la nature, donc les modules de PPN, qui m'ont aussi donné des outils, de l'information sur les différentes postures qu'on peut adopter aussi en tant qu'adulte accompagnant des enfants. On reviendra un peu plus tard sur votre quotidien actuel et le temps que vous passez en extérieur, en famille. Mais avant, j'aimerais bien qu'on parle de l'année qui vient de s'écouler, parce que à l'heure où nous enregistrons, nous sommes le 21 décembre. Donc en général, c'est un bon mois pour faire des bilans d'années écoulées. Et il se trouve que l'année 2023 a été particulière pour votre famille, parce que pendant plusieurs mois, vous êtes partis à l'autre bout du monde. Vous avez fait de l'itinérance et c'est un mode de vie qui, de fait, amène à explorer quotidiennement un nouvel environnement, à s'en imprégner, à passer beaucoup de temps dehors, puisque généralement, ce qui fait notre sédentarisation, c'est le fait d'avoir un logement fixe dans lequel on se réfugie dès qu'on peut, avec un confort matériel. Alors que là, quand on a un baluchon avec seulement quelques affaires dedans et qu'on change de lieu toutes les 2 ou 3 nuits pour dormir, nécessairement, on passe beaucoup de temps en extérieur. Alors, bon, raconter un voyage de plusieurs mois en quelques minutes, il faudrait presque un épisode entier pour ça, certainement. Mais là, maintenant, avec 2-3 mois de recul, parce qu'il me semble que vous êtes rentrés en septembre, quelque chose comme ça, peut-être un peu avant. Est-ce que tu peux raconter un peu ce quotidien, cette vie nomade en famille, ce que ça t'a procuré, ce que ça a amené dans le quotidien des enfants et dans le quotidien de la famille? Oui, ça me donne des frissons d'en parler. Ce qu'on a vraiment expérimenté et que j'avais jusque-là jamais expérimenté à ce point, c'est effectivement ce dont tu parlais, c'est cette notion de juste un baluchon. Donc c'est un minimalisme poussé à l'extrême parce qu'on avait du coup, on a fait sur nos 7 mois, 4 mois en itinérance en allant d'hébergement en hébergement et ensuite 3 mois en van. Donc quand même 2 modes de voyage différents. Dans les 7 mois, il y avait cette notion donc d'avoir toute notre vie qui tient dans un sac. Et quel soulagement en fait. Moi j'ai vraiment senti ce minimalisme, poussé quand même à l'extrême, comme un vide mais qui crée du plein autour en fait, qui permet justement moi je me suis sentie reliée comme jamais à tout l'environnement qui était autour de nous, qui, comme tu le disais, effectivement bougeait souvent et auquel donc c'était à chaque fois un nouvel environnement à découvrir, que ce soit l'environnement géographique, l'environnement naturel, l'environnement culturel. Donc il y a vraiment ce côté, se délester du matériel qui a vraiment, moi j'ai vraiment ressenti que ça facilitait la connexion à ce qu'il y a autour, le lien avec ce qu'il y a autour. Donc ça m'a vraiment donné envie de beaucoup me désencombrer et me délester beaucoup du matériel au retour.
ce qui n'est pas facile finalement quand on revient dans son quotidien, mais en tout cas l'intention est là. Et dans je dirais ce qui a changé entre la phase où on allait d'hébergement en hébergement par rapport à la phase de van, c'est que dans le premier cas, on était quand même toujours client et consommateur beaucoup, parce que on allait d'hôtel ou d'auberge, de guest house en guest house. On mangeait tout le temps quasiment dehors au restaurant, ou on prenait la nourriture emportée. Et donc il y a quand même toujours un côté client et qu'on a complètement perdu avec grand plaisir quand on est passé en mode van, où là on a retrouvé du coup toute une autonomie dans nos déplacements. On avait pu réserver un ticket de bus, un ticket de train, un vol pour aller d'un point A à un point B. Là c'est nous qui avions le volant en main et du coup qui pouvions cuisiner, on pouvait du coup décider beaucoup plus à la dernière minute de ce qu'on voulait faire. Et je sais pas si c'est vraiment le changement de mode de voyage ou si c'est peut-être aussi le timing, parce que finalement, au bout de 4 mois, on était presque arrivé à la moitié du voyage. Et je pense qu'il y a aussi toute une notion de cheminement personnel aussi pour se détacher du quotidien, des formatages, voilà, pour justement accueillir pleinement ce qui vient et sans toujours utiliser notre mental un petit peu pour comparer, pour commenter, donc je pense qu'il y a les deux. Il y a le changement de mode de voyage quand même, plus le temps long de ce voyage qui a permis vraiment de arriver du coup en Australie où on est passé sur le mode van, pouvoir vraiment être pleinement dans le présent comme j'avais jamais ressenti comme ça auparavant. Et donc du coup, sur le côté famille, une sorte d'osmose aussi qu'on a atteinte, au bout de ces 4 mois, qu'on n'avait jamais expérimenté de cette manière-là avant. Et du coup, au quotidien, les enfants étaient immergés forcément. Enfin, vous étiez en immersion. Alors, il y avait aussi certainement des moments urbain, même c'est sûr, puisque tu as partagé des photos où là, ça devait être un autre espace-temps sûrement, le contraste. Est-ce que toi, tu as observé des changements chez tes enfants dans la relation à la nature pendant ce voyage, des changements auxquels tu t'attendais pas forcément ou qui t'ont vraiment frappé? Alors honnêtement, je pense les enfants, j'ai l'impression qu'ils ont cette capacité innée à se connecter au présent, à se relier à ce qu'il y a autour, pour peu justement que l'environnement leur en donne la possibilité. Dans un environnement intérieur, on est coupé de nos sens, on a un confort optimum, tout est pensé, toutes les fonctions sont pensées pour nous faciliter la vie, toutes les fonctions sont prédéfinies, là où dehors et a fortiori dans la nature, au contraire, c'est un désordre, mais un beau désordre qui permet un champ des possibles immense. Et donc, finalement, que ce soit un temps long, là, comme un grand voyage comme ça, avec effectivement une part dehors, de nos 7 mois, on a passé 80% de notre temps dehors, je pense, sur les 7 mois. Oui, ça renforce ce côté liaison instinctive, mais en fait, ils l'ont déjà. Et puis, ils mettent pas forcément toujours des mots dessus, mais j'ai l'impression que c'est plus côté adulte où nous, ça a été vraiment pour mon conjoint et moi, c'est une grosse claque, et de vivre, de ressentir ce lien avec tout ce qui nous entoure, que ce soit le ciel, la Voie lactée qu'on pouvait voir en Australie tous les soirs, quasiment, le lien avec la faune, les animaux, j'ai pas forcément observé de grandes différences côté enfant, parce que j'ai l'impression qu'ils ont toujours eu cette facilité-là à se connecter, cet émerveillement, cette facilité à jouer et à s'inventer un monde avec un bâton et un bout d'écorce. C'était beau parce que j'avais du coup beaucoup plus d'occasions de l'observer, et moi c'est un vrai bonheur de les voir se balader et absorber tout ce qu'il y a autour, saisir toutes les surprises et les opportunités de la nature et du dehors. C'est ça que j'adore aussi dans le temps que je passe avec eux dehors, c'est qu'il n'y a pas forcément besoin finalement de préparer grand chose. Les invitations surgissent d'elles-mêmes. Mais si ce que j'ai pu
observé peut-être, c'est qu'effectivement, je pense que quand on sort, il y a un petit temps, il y a des temps de transition, il y a un petit temps au début de on quitte l'environnement de l'intérieur ou l'environnement de l'école, par exemple, si on sort après l'école, et il y a cette transition qui est toujours qui prend un petit peu de temps avant de réussir à être dans le présent ou de passer sur une nouvelle activité, un nouveau jeu. Et là, peut-être que je réfléchis vraiment avec tes questions parce que j'avais pas pensé à cette question avant. Je dirais que là, peut-être que c'était une sorte de grande continuité et que du coup, il y avait plus cette étape de devoir de transition à quitter un environnement pour un autre. On était dans la continuité et donc c'était peut-être beaucoup plus immédiat, un bien-être, une sérénité beaucoup plus immédiate. Puisqu'on avait quitté le dehors juste avant de se coucher la veille, on le retrouvait dès le petit déjeuner le lendemain. Et on l'avait même la nuit, parce qu'en van, on entend tous les sons de la nuit, tous les sons du dehors, la luminosité, on ressent les coups de vent. Donc il y a vraiment cette immersion dans le dehors, même quand on est à l'intérieur du van, pour le coup en mode van. Et du coup, peut-être aussi quand même plus rapidement, je me souviens en balade, il y a des petits animaux. Mon fils, il s'amusait à aller sauver des petits insectes qui pensaient se noyer dans les flaques. Bon, hop, il arrivait à leur secours. Et puis ensuite, on entendait, je sais pas, une petite mélodie d'eau qui coule. Et il va faire, ça fait comme une chanson. Donc, peut-être quand même une facilité une rapidité dans la connexion, je dirais, qui était plus flagrante pendant le voyage. Et au retour du voyage, la reprise d'une vie sédentaire, comment est-ce que tu l'as vécue ? Ça a été dur au début, parce que, en fait, pendant le voyage, c'est une parenthèse incroyable pour avoir le loisir et l'opportunité de ne penser qu'à nous, entre guillemets, à ce qu'on a envie de faire chaque jour. Mes préoccupations, c'était, tiens, j'ai 1 heure devant moi, est-ce que j'écris dans mon journal de bord, est-ce que je veux me balader avec les enfants, est-ce que je bouquine, donc on avait un temps libre quand même incroyable et une charge mentale qui était uniquement liée quasiment qu'à celle du voyage, hormis quelques impératifs administratifs, voilà, forcément sur les 7 mois, mais et du coup, en rentrant, forcément, on a tout ce quotidien qui redéboule, lié beaucoup au matériel, quand on est finalement en mode minimaliste, on a beaucoup moins d'entretien à faire, de choses à ranger, de choses à nettoyer. Donc il y a cette charge-là qui est la reprise de cette charge qui a été désagréable, on va dire. Et puis après, le temps passé, oui, finalement l'appel du confort. Parce que oui, nos maisons sont confortables, un canapé c'est confortable, et donc du coup ça demande de faire un effort de sortir, même si on sait que ça va nous faire un bien fou. On a un choix entre confort et dehors, entre guillemets, alors que quand on était en itinérance, il n'y avait pas de choix, c'était forcément on mangeait dehors, parce que de toute façon à l'intérieur le van il fait 4 mètres carrés, ou parce que de toute façon l'hôtel on le récupère on récupère nos clés de chambre que le soir, donc on est forcément la journée en extérieur. Donc ça a été un constat. Après, moi je m'étais notée pendant le voyage du coup plein toute une liste de choses que je voulais mettre en place justement pour prolonger les effets, pour toutes ces prises de conscience là, pouvoir réussir à les intégrer dans mon quotidien. Donc il y a quelques petites choses quand même que j'ai modifié, mais et il y a des choses que je me garde aussi sous le coude pour au fil des mois, pouvoir modifier mon quotidien pour permettre de continuer tous les bienfaits du voyage. Mais après il y a plein de bons côtés aussi au retour, le fait de pouvoir se relancer dans des projets. Quand on est en itinérance, on n'a aucun ancrage géographique, on peut difficilement s'investir sur des actions, sur dépanner des copains, sur se lancer dans des projets professionnels ou des projets loisirs. Donc ça, ce côté-là, c'est ce qui m'animait, on va dire, dans le retour, et ce qui me permettait de voir aussi des bonnes choses dans le retour. Et puis forcément revoir tous les êtres qui nous sont chers. Les grands-parents ont beaucoup manqué aux enfants, par exemple, leurs copains. Donc et puis
Mon fils, lui, par rapport à son tempérament, était très content de rentrer, de retrouver justement, en fait, changer d'endroit tous les jours, ça a été, je pense, inconfortable pour lui. Donc, de se réancrer dans un quotidien avec des rituels, des repères, il en avait vraiment besoin. Et donc, de toute façon, même si on avait eu le choix de continuer le voyage, on ne l'aurait pas fait pour son bien-être à lui. Donc voilà, il y a il y a des bons côtés comme des côtés qu'on regrette du voyage. La tribu qui pue, c'est le titre d'un livre jeunesse qui est écrit par Élise Gravel et c'est aussi le nom de la tribu à laquelle tu appartiens avec tes enfants et d'autres familles. Est-ce que tu veux bien raconter l'histoire de votre tribu? Comment est-ce qu'elle est née? Où est-ce qu'elle se retrouve? Dans quel but? Alors, elle s'appelle la joyeuse tribu qui pue. Donc, effectivement, le petit clin d'œil à, Élise Gravel, mais avec voilà, la joyeuse, parce que pour moi, la joie, c'est un peu ce que j'ai envie d'injecter dans toutes les actions que j'entreprends, que ce soit dans notre collectif de voisins aussi, et voilà, dans tous ces rendez-vous, pour aussi contrebalancer un petit peu ce côté nature qui des fois peut paraître un peu austère, un peu sale pour certaines personnes, un peu risqué. Donc voilà, je trouve d'injecter de la joie, ça permet tout de suite de redorer un petit peu l'image qu'on peut s'en faire. Et donc cette joyeuse tribu qui pue est née lorsqu'on a commencé l'instruction en famille il y a 2 ans. Donc on a fait l'instruction en famille, donc l'école à la maison pendant 2 ans avec mes enfants. On avait envie de changer de mode de vie, j'avais envie de sortir un peu du formatage de la société, de vivre une autre expérience. Donc les enfants ont repris l'école en septembre cette année à notre retour de voyage et moi j'ai repris le travail en entreprise. Mais donc on a eu cette parenthèse de 2 ans et pour moi l'une des motivations à faire l'école à la maison, c'était d'avoir plus de temps libre et plus d'opportunités aussi de faire à notre sauce ce qu'on avait envie de faire, que ce soit les apprentissages, mais aussi notre quotidien, les parties en vacances, voilà, être moins soumis à des contraintes externes. Et donc moi je concevais l'école à la maison dans un mode où on passait beaucoup de temps dehors avec d'autres familles, d'autres enfants. C'est ce que je regrette un peu dans un quotidien voilà, très très rempli, c'est qu'on a peu de temps pour ça. Et donc avec une amie qui avait aussi une amie qui s'appelle Marie, qui avait cette même envie, on a initié dans la communauté d'école à la maison lilloise ce rendez-vous. Voilà, on a lancé un peu un appel à rendez-vous en disant voilà, est-ce qu'il y a d'autres familles qui auraient envie qu'on se retrouve toutes les semaines sur toute une après-midi dans la nature pour que les enfants jouent librement dehors. Donc, et on a eu plein de personnes qui ont levé la main. Et donc, voilà, on a fixé un créneau. Donc, on voulait ritualiser ce rendez-vous. Donc, voilà, on a fixé le jeudi après-midi. On a choisi la métropole lilloise étant quand même assez grande, on a choisi 2 lieux à l'opposé l'un de l'autre, où on alternait du coup une semaine sur 2 chaque lieu, pour que ce soit pas toujours les mêmes personnes qui fassent la route. Et puis il y a des personnes qui pouvaient venir qu'à un endroit parce que sinon le deuxième endroit était vraiment trop loin de chez eux. Donc ça permettait aussi d'avoir du coup plus de personnes qui pouvaient participer. Et donc voilà, on se retrouvait toutes les semaines de 15h à 18h, parfois 19h quand les journées sont longues. Et souvent, ce qu'on faisait, c'est qu'on venait avec, on réfléchissait à une invitation pour les enfants, parce qu'il y a des enfants qui aiment bien qu'on leur fasse des propositions d'activités, mais qui étaient complètement libres. Ils pouvaient choisir de participer ou pas. Voilà, ça nous permettait, nous, déjà en amont de préparer le matériel s'il y avait besoin de matériel. Et puis, on se retrouvait, donc on prévoyait, voilà, on avait des couvertures, des bâches pour se faire une sorte de petit camp de base. On mettait souvent le goûter au milieu, donc c'est un grand goûter partagé. Et puis, on accompagnait les enfants, enfin les enfants plus grands jouaient librement d'eux-mêmes. Les plus petits, on les accompagnait un petit peu dans les jeux. On proposait donc souvent une activité à un moment. Et puis
Et puis, on proposait aussi des lectures. Ça faisait, en fait, on faisait un petit peu de la pédagogie par la nature, mais en mode communautaire, du coup, parce qu'il y avait des propositions, voilà, un petit coin avec des livres, un coin avec plutôt du matériel créatif, et puis une énorme part laissée au jeu libre. Et donc, ce rendez-vous-là perdure. Il y a régulièrement des nouvelles personnes qui se joignent à ce rendez-vous. Et nous, on continue d'y participer une semaine sur deux, du coup, quand c'est la semaine où ça tombe près de chez nous, après l'école. Ça, c'est une grande victoire dans ce nouveau quotidien, c'est d'avoir réussi à maintenir ce rendez-vous où on retrouve du coup nos copains de l'école à la maison et où, du coup, il y a ce créneau de jeu libre dehors pour les enfants. Oui, j'allais justement te demander tous ces changements après. Il y a eu un voyage qui est passé et puis maintenant tes enfants qui retournent à l'école. Comment le temps, comment vous avez trouvé votre équilibre entre ce quotidien à l'école, toi le quotidien au travail et puis ces temps en nature. Du coup, voilà, il y a ces rendez-vous toutes les 2 semaines. Est-ce qu'il y a d'autres moments qui sont actés dans la semaine ou improvisés? J'emploie le terme acté, mais voilà, comment maintenant s'articulent vos sorties en nature avec l'école et ce quotidien à nouveau rempli finalement? Ouais, trop rempli. Alors moi, j'ai repris à 80%. Donc, comme c'était le cas avant qu'on commence l'école à la maison, ça fait maintenant 4 ans que je suis à 80%. Et c'est vraiment ce qui a permis de ralentir, d'avoir du temps avec les enfants. C'est aussi à ce moment-là que j'ai commencé, il y a 4 ans, mon compte Instagram We Love Gadou, parce que j'avais plus de temps forcément pour faire des sorties avec eux, leur proposer des activités. Et donc, il y a un rendez-vous qu'on a depuis 4 ans, du coup, depuis que je passe mes mercredis avec eux, qui est tous les mercredis matins, on sort dehors. Donc, souvent, en gros, on a quelques lieux un peu fétiches. La citadelle, donc, qui est près de chez nous, on a nos spots à la citadelle qui ont chacun leur nom. Donc, on laisse les enfants parfois choisir où on va s'installer. Ou alors, on peut des fois jouer dans le quartier, un peu comme je faisais moi, quand j'étais enfant. Ce qui fonctionne bien, enfin, comment dire, ça marche de ce rendez-vous, c'est aussi d'avoir ritualisé ça avec 2 autres familles. Donc, on a la chance d'être entouré de super voisins, avec aussi des familles qui ont des enfants d'âge proche. Et donc, tous les mercredis, voilà, on sait que c'est notre mercredi matin sauvage. Et on se retrouve, donc voilà, quelques jours avant, on se dit à peu près où on va aller. Si on a une petite idée en tête aussi de propositions à faire aux enfants, on le partage. Parfois, c'est les enfants qui nous disent « Ah, demain, ce serait bien si on faisait ça ». Et donc, on s'empare de leurs idées. Et donc, ça permet, un petit peu comme dans le principe de la pédagogie par la nature, d'avoir un rendez-vous récurrent, d'avoir un temps quand même assez long. Alors, on aimerait que ce soit plus long parce que finalement, ça dure souvent 1h30, 2 heures grand max. Parce qu'il y a quand même des activités sportives ou extrascolaires qui sont casées le mercredi après-midi, qui contraignent des fois sur l'horaire du repas. Donc, on est des fois un petit peu plus dans le speed que ce qu'on aimerait. Mais on a ce créneau régulier qui entouré de copains. Donc, où chacun trouve son compte. Les enfants jouent avec leurs copains. Moi, je retrouve mes copines. Ça, c'est pour moi un grand ça marche aussi, c'est de s'entourer finalement de familles qui ont la même sensibilité, où du coup c'est un effort pour personne parce qu'on est tous contents de sortir et de retrouver des amis. On a aussi dans notre quartier un petit coin de nature qu'on a investi et qui du coup il y a un petit peu un lieu d'expérience, comment dire, si on veut agir, fabriquer un hôtel à insectes, mettre des boules pour les oiseaux, mettre des bombes à graines, on profite de ce lieu-là et ça permet de le faire en collectif plutôt que de le faire ce qu'on faisait avant, qui était uniquement côté jardin, on va dire, où c'était déjà chouette, on le faisait en famille, mais là, ça permet de mettre une dimension collective aux gestes qu'on fait et créer une émulation aussi autour de ces actions-là. Donc ça, on y tient beaucoup à ce mercredi sauvage. Donc chaque été, on se redit avec mes copines, on maintient bien l'année prochaine ce rendez-vous. On s'assure que les enfants n'ont pas d'activité le mercredi matin
et on re-signe entre guillemets ce contrat pour pouvoir maintenir ce rendez-vous. Donc ça, c'est vraiment un des piliers, on va dire, de notre semaine. Et ensuite, on a ce jeudi en fin d'après-midi, une semaine sur 2. Et puis après, c'est les week-ends où là, le plus souvent possible, c'est pareil, quand l'agenda le permet, on fait une sortie nature en famille. Quand la météo le permet aussi, on s'évade avec notre van. Du coup, on a aussi nos petits spots dans un rayon de, je sais pas, 1h30 à 1h30 de route, qui nous permettent aussi de nous faire de prendre des bulles d'oxygène et des bulles de nature, sur un week-end. Mêlé à tout ça, du coup, dans les projets dans lesquels tu t'investis, mais tu vas en dire un peu plus, je suppose que les deux vont ensemble, tu es investi dans un projet qui est appelé le Joyeux Village, pour continuer dans les joyeusetés. Est-ce que tu veux bien nous parler de ça? Est-ce que c'est un lieu? Est-ce que c'est un collectif? Est-ce qu'il y a un lien avec la Joyeuse Tribu qui pue? Voilà. Alors, il n'y a pas de lien avec la Joyeuse Tribu qui pue, si ce n'est la joie et l'intention de passer du temps dehors, en communauté, on va dire. Ça, c'est le lien. Le Joyeux Village, il est né parce que, justement, avec mes voisines et leurs enfants, on passait du temps dehors. Et passer du temps dehors, ça permet de faire des rencontres, forcément. Et donc, on a appris aussi à connaître les gens du quartier, dont un monsieur, artiste, beaucoup investi auprès des écoles, notamment, qui nous a proposé de fabriquer une cabane sauvage, une cabane vivante en osier, avec les branches de saule du quartier. Parce qu'en gros, on a donc un petit coin de verdure avec 3 saules têtards. Et chaque année, les branches sont coupées. Et donc, une année, en 2000, c'était encore la période du Covid, en 2020, novembre 2020, il est sorti un moment et puis il nous a dit, est-ce que ça vous dirait qu'on fabrique une cabane? J'en ai une dans mon jardin, ça marche bien, ça repousse. Est-ce que ça vous dit? Donc, nous, cabane, tchoung, trop bien, ok. Donc, on a fait un premier chantier avec une première cabane vivante. Et puis, en faisant cette première cabane vivante, on a eu d'autres familles qui nous disaient « Ah, mais c'est génial cette cabane! Si vous en faites d'autres, prévenez-nous !» Et donc, on a aussi un groupe WhatsApp avec les personnes du quartier qui permet du coup de communiquer facilement, de s'échanger des objets, on se dépanne beaucoup via ce groupe, et puis on communique aussi sur quelques événements. Et donc, on a créé une deuxième et une troisième cabane, là, en proposant à tous ceux qui voulaient se joindre à nous de le faire. On a même eu des passants, c'était trop rigolo, qui nous voyant construire la troisième cabane sont arrêtés. On dit, vous voulez participer? Ah bah ouais, donc des gens qu'on connaissait pas, des parents, des enfants qui étaient là. C'était vraiment beau à voir. Et donc, on a eu, entre fin 2020, début 2021, 3 cabanes vivantes construites. Donc déjà, ça a changé le paysage de ce coin de verdure. Et puis, en mai 2021, donc vraiment quelques mois plus tard, il y a eu un appel à projet dans notre ville autour du lien social, avec du coup des budgets à la clé.
Donc on se dit, trop chouette, on pourrait continuer à investir ce coin-là. Pourquoi s'arrêter à ces 3 cabanes? On aurait envie en fait, on avait plein d'envies. J'ai pas mal joué le rôle un peu de la facilitatrice, chef de projet, pour compiler les envies, les idées, pour les faire voter. On s'est aussi réunis pour s'écrire une vision de cet espace et pour répondre à l'appel à projet. Donc, ce qu'on a proposé, on a parlé de notre vision. Donc, on a aussi un autre monsieur dessinateur qui nous a dessiné des plans de notre espace qu'on avait du coup depuis appelé le Joyeux Village, de notre espace rêvé, projeté avec un endroit avec des ruches, un verger, un coin jeu pour enfants, qu'est-ce qu'il y avait d'autre, une mare qu'on voulait réhabiliter aussi, des hôtels insectes. Et donc, on a répondu à l'appel à projet en priorisant sur le verger, parce que c'était le projet qui avait réuni le plus de votes, et on a gagné. Et donc, on a en 2022 planté, du coup, on a 9 ou 10 arbres fruitiers dans un espace qui est dans le prolongement de l'espace où il y a les cabanes. Donc, le Joyeux Village, aujourd'hui, c'est un espace en ville, mais il y a donc ce petit coin de verdure au bout de notre rue, plus ce qu'ils appelaient une prairie, la prairie, où c'était un espace avec vraiment un petit peu des herbes hautes et quelques arbres qui étaient volontairement laissés un petit peu sauvages pour la biodiversité. Et donc, c'est à cet endroit-là qu'on a planté les arbres fruitiers. Et on a d'autres idées parce que du coup, dans notre vision, on s'était écrit plein de choses. Donc là, on va essayer de relancer tous ces projets pour créer une émulation. Et puis voilà, le sens un petit peu du Joyeux Village, c'est en gros de favoriser les rencontres entre voisins, mais aussi les rencontres avec le vivant. Donc toutes nos actions vont dans ce sens de faire revenir la biodiversité et favoriser les rencontres intergénérationnelles également. Donc c'est un beau catalyseur au niveau local pour se permettre de s'entourer aussi de personnes qui ont envie d'agir et de faire de belles rencontres. Pendant la construction de la 2e cabane, on a aussi fait la rencontre de Florent. Florent, c'est devenu une figure emblématique du quartier. Il est écologue de formation, il a 1 milliard d'autres talents, dont il est très bon dessinateur. C'est lui qui avait fait les plans de la vision de notre joyeux village, les plans de notre comment on voulait agencer chaque composante de notre joyeux village, de notre vision. Et il a aussi, il s'intéresse beaucoup à la cueillette de plantes sauvages comestibles. Donc, il nous a initiés à la cueillette. On a organisé des ateliers, comme par exemple un atelier de récolte de graines d'ortie en septembre. Comment apprendre alors on savait déjà cueillir et déguster l'ortie à main nue. Et maintenant, on sait récolter les graines. Et c'est plein de bonnes choses pour le corps. Et donc oui, Florent, il a beaucoup contribué aussi au projet du Joyeux Village, à la préparation de l'appel à projet. Et il a un petit peu ce rôle d'ambassadeur technique et expert, on va dire, en la matière. Et c'est vraiment beau à vivre de voir à quel point la nature juste à côté de chez nous permet vraiment de rassembler des jeunes enfants, des enfants un peu plus grands, des adultes, des jeunes adultes et des adultes aussi un petit peu plus âgés, et à quel point ça cultive aussi l'âme d'enfant de chacun, parce que en l'occurrence Florent, il doit avoir 65 ans et quelques, mais c'est le seul adulte que je connais qui va sauter les 2 dernières marches de l'escalier qui mène à notre porte comme un enfant, quoi. Donc il a gardé une vitalité et une âme d'enfant impressionnante. Et c'est vraiment, moi ça me nourrit vraiment de savoir que tout autour de chez moi, même en habitant en ville, il y a ces espaces qui sont un terrain de jeu formidable, et puis il y a toutes ces belles personnes qu'on rencontre aussi et qui sont animées par la même envie de mettre plus de vie et plus de liens dans le quartier. Du coup, c'est un lieu qui est ouvert, qui est accessible à des personnes qui n'habitent pas dans le quartier aussi, ou il y a des barrières ou C'est complètement ouvert, il n'y a pas du tout de clôture.
Et donc les passants, on a aussi mis des dons. On a fait venir par la mairie, parce que du coup on s'entend maintenant bien avec les personnes de la mairie. Donc on a demandé aux responsables des espaces verts de nous déposer des gros rondins de bois. Donc on a aussi maintenant un cercle, comme on peut voir dans les écoles de la forêt ou les clubs PPN, un grand cercle de bois. Et on voit des fois des amoureux qui s'installent, un monsieur qui va manger son sandwich le midi, des enfants qui vont jouer dans les cabanes. C'est vraiment complètement libre d'accès. Alors ça a des avantages, parce que du coup c'est ouvert à tous, c'est beau. Et on sait aussi par contre, il y a déjà eu un peu de vandalisme sur les cabanes. Donc 2 fois il y a une cabane qui s'est faite un peu détruire. Donc voilà, donc ça va, c'est un peu le jeu, quoi. Enfin, le risque, on va dire, des espaces ouverts. Mais on le conçoit, nous, que comme étant un espace ouvert. On n'a absolument pas envie de le fermer, de le restreindre. Récemment, tu as partagé quelques photos d'un atelier que tu as fait au sein d'une école. Tu l'as fait dans quel cadre, cet atelier-là ? Alors, dans l'école des enfants, il y a un groupe qui existait, qui s'appelait le groupe de végétalisation. Où l'année dernière, du coup, ça a permis avec un budget alloué qui venait du budget de l'association des parents d'élèves, de planter quelques arbres, donc de débitumer un petit peu et de planter quelques arbres et quelques plantes. Et donc en début d'année scolaire, le directeur a demandé qui voulait rejoindre pour cette année le groupe. Donc moi, c'est le genre de projet que j'adore, donc j'ai rejoint le groupe, et puis du coup, donc c'est dans le cadre de ce groupe de végétalisation qu'on a décidé d'animer des ateliers pour les enfants sur le temps scolaire, du coup, pour permettre qu'ils passent du temps dehors, qu'ils aillent à la rencontre de la nature environnante. Et l'idée, c'est aussi de créer des ateliers autour de la biodiversité pour finalement tout ce qu'on fait au niveau du quartier et du joyeux village, essayer de l'importer aussi dans l'école, quoi. Du coup, il y a d'autres ateliers qui seront prévus. C'est quelque chose qui s'inscrit dans le temps, sur l'année ? Oui, on voudrait au moins par période scolaire, donc entre chaque vacances, réaliser un atelier pour chaque classe. En gros, que chaque enfant ait fait un atelier sur chaque période. Donc c'est sur notre temps de travail. Moi, je poste un RTT du coup quand il y a un atelier, donc on est limité par notre disponibilité, parce que du coup c'est uniquement les parents d'enfants, d'élèves qui participent, qui animent, et on se réunit une fois par mois à peu près pour justement travailler sur l'organisation. Donc ça demande quand même pas mal de temps, mais c'est donc mais l'idée c'est on espère aussi semer des graines et essayer de permettre aussi l'autonomie, soit pour les institutrices, instituteurs, soit pour les enfants. On a par exemple là l'atelier qu'on a fait, le premier atelier, on a fabriqué un jeu qui permettait aux enfants d'apprendre à reconnaître les arbres et les plantes de l'école, de la cour de l'école. On a fait l'atelier auprès de CM1, CM2, et il y a une instite qui a proposé justement vu que le jeu maintenant est créé et existe, que les grands fassent un atelier eux-mêmes auprès des plus jeunes pour finalement refaire le jeu, dupliquer l'atelier finalement, mais avec comme animateurs les CM1, CM2. Donc j'ai trouvé l'idée vraiment géniale, parce que du coup ça veut dire que sans forcément qu'il y ait le groupe de parents de ce groupe végétalisation, l'atelier il peut finalement perdurer et se dupliquer à l'intérieur de l'école un peu en autonomie. Et on aimerait aussi, il y a un petit espace potager dans l'école qui existait déjà, et on a en tête de mettre à disposition des ateliers autonomes pour les enfants, un peu à l'image des ateliers Montessori, mais pour qu'ils puissent planter peut-être des petites graines sur le temps de récré, pourquoi pas qu'il y ait un projet de fabrication d'hôtels à insectes, et que ça puisse aussi se faire sans forcément qu'il y ait des parents animateurs sur place. Génial. C'est en réflexion. Tout à l'heure, tu as dit que tu avais suivi les modules de formation qui sont proposés par le réseau de pédagogie par la nature, le RPPN. Et quand je suis remontée dans tes posts Instagram, il y en avait un qui datait du 27 octobre 2021, que tu as donc publié
quelques jours, peut-être même quelques semaines après avoir passé ton premier module. Et tu as écrit: croyez-moi, j'ai essayé de commencer ce post par un récit un peu plus concret et moins perché pour vous laisser entrevoir du coin des cils cette aventure sous la canopée. Mais j'ai laissé tomber parce que les mots seront toujours trop ou pas assez. Et 1 an plus tard, après avoir suivi le 2e module, tu as à nouveau partagé le fait d'avoir vécu quelque chose de très fort pendant les 3 jours de formation. Et pour l'avoir vécu aussi, je vois de quoi tu parles. Est-ce que tu veux bien partager déjà comment se déroulent rapidement ces modules pour que les personnes qui ne les ont pas vécus comprennent un petit peu le cadre dans lequel ça se fait, mais surtout ce que tu as vécu toi durant ces formations? Alors ces modules, ils se passent dans des lieux, dans des écoles de la forêt, des forest schools en France. Il y a quelques sites qui accueillent du coup ces formations PPN et ils se passent en immersion dans la nature. Donc si je ne dis pas de bêtises, c'est 2 jours et demi de formation où on peut dormir sur place en tente, en hamac ou, comme c'était le cas pour moi avec une amie, dans un van qui est garé juste à côté du site. Et l'idée, c'est vraiment de vivre un temps, tout ce temps sous la canopée. Donc, au niveau le lieu de la formation se passe sur des rondins de bois. On cuisine, on mange. Les repas sont cuisinés sur le feu et on passe tout notre temps dehors. Et le module 1 est vraiment axé sur notre propre connexion à la nature et comment du coup on peut en tant qu'adulte au contact d'enfants permettre aussi l'environnement, le cadre et la posture qui vont permettre aussi aux enfants de vivre cette connexion. Et le module 2 est davantage tourné sur l'utilisation d'outils, l'utilisation du feu, et d'autres outils d'animation aussi. Et il y a beaucoup de pratiques. La particularité, c'est qu'il y a un petit peu de théorie, mais beaucoup de pratique et énormément d'échanges. Moi, ce qui m'a vraiment pas dire bouleversée parce que ce serait un petit peu négatif, mais ce que j'ai trouvé vraiment très fort dans cette expérience, c'est finalement de vie. Enfin, c'est vraiment, je trouve que je l'ai trouvé hyper qualitatif cette formation parce que il y a vraiment un vrai cheminement entre du début à la fin et ça permet vraiment de cheminer personnellement sur s'interroger sur notre posture, sur notre propre lien à la nature, aux vivants, aux humains, parce qu'on parle énormément, on met beaucoup de mots à la fin de chaque atelier, chaque partie. Il y a une phase de restitution avec une sorte de cercle de parole et il y a un niveau d'écoute qui est incroyable je trouve qu'on retrouve peu dans un contexte classique, de vie, avec une bienveillance, une écoute, un niveau d'introspection très poussé et c'est ça que j'ai adoré et j'aspire à faire les prochains modules pour retrouver la formation, c'est une expérience en soi qui vaut le coup juste pour vivre cette expérience, quoi. Au-delà de ce qu'on apprend et de ce avec quoi on repart techniquement, on va dire. Donc, et ce qui est très fort finalement, c'est que sur ces deux modules, les formateurs nous font nous mettre à la place des enfants et en gros, ça fait vibrer notre âme d'enfant. On redevient enfant, je trouve. Je sais pas si tu te souviens, si c'était pareil aussi avec le premier module où ils nous font jouer pendant un moment 1h30. Les formateurs nous disent bon voilà, maintenant c'est temps libre, jeu libre, allez-y. Donc on a accès à tout le potentiel du terrain de jeu nature de l'école de la Forest School et on fait ce qu'on veut. On peut aller au ruisseau, on peut dessiner avec des craies, on peut juste se reposer, on peut méditer, on peut faire un grand jeu, on peut aller sur des balançoires et je trouve qu'on vit vraiment, ça permet vraiment de se mettre à la place d'un enfant. Et alors il y en a qui vont dire en restitution, moi j'ai eu du mal à jouer
je savais pas quoi faire, ou moi il y avait trop de possibilités, j'ai trop hésité, ou des gens qui avaient une idée très, très précise de ce qu'ils voulaient faire, et ça permettait vraiment, je trouve, de se remettre dans la peau d'un enfant, de faire réémerger cette part d'enfant qu'on a en nous, et je trouvais que c'était très, très puissant, très beau. Oui, effectivement, moi aussi j'ai été très marquée par cet après-midi jeu libre, et je revois nos regards quand les formatrices nous ont dit ben là on va vous laisser 1h30, 2 heures, c'est jeu libre, et on s'est tous regardés un peu étonnés. Et effectivement, il y a celles et ceux pour qui ça tout d'un coup c'est oula, mais qu'est-ce que je vais faire, et puis d'autres qui se lâchent, mais le résultat de l'expérience finalement derrière, c'est alors de réveiller la petite âme d'enfant quand elle est encore un peu timide, mais surtout ça nous amène à réfléchir à notre posture, et je trouve que c'est vraiment un biais, une approche dans la formation qui est hyper révélatrice en fait de notre vision et de la manière dont on veut se positionner. Là, de revivre des moments en tant qu'enfant, on se dit ah ouais, mais moi j'aimerais bien avoir un adulte qui me propose ça, ou j'aimerais bien être dans tel environnement, et bah, c'est se mettre à hauteur d'enfant, quoi. Et ouais, je pense que cette immersion et cette expérience de nature entre adultes, mais dans l'idée d'accompagner derrière des enfants, c'est très fort, et très bouleversant, je pense, quel que soit le bagage et les raisons pour lesquelles on arrive tous et toutes en formation. On en ressort forcément avec un vécu, avec quelque chose, voilà, il y a un truc qui s'est éveillé, qui s'est ranimé, et ça change vraiment des formations telles qu'on peut les connaître, où on est plutôt sur de la théorie et de l'outil. Là, c'est vrai qu'on on est d'abord sur de l'introspection, et puis après, voilà, on donne quelques outils, quelques exemples de ce qu'on peut faire. Mais c'est pas un catalogue d'activités ou. Ouais. Puis on se rend vite compte que finalement le catalogue d'activités, en tout cas moi, ce qui me frappe toujours, c'est que j'aime bien quand je prévois une sortie avec des enfants, avoir un truc en tête, mais finalement c'est moi que ça rassure, c'est pas eux. Eux, ils ont pas besoin. Enfin, il y en a qui aiment, et je le vois bien avec mes 2 enfants. Il y a des enfants qui aiment qu'on leur fasse des propositions, qui sont un peu démunis face à toutes ces possibilités, ou qui n'ont pas forcément le monde intérieur et l'imagination pour tout créer d'eux-mêmes. Mais finalement, ça crée souvent des attentes. Je me rends compte que moi, si j'ai préparé quelque chose et que je sors et que j'ai en tête de leur proposer, même si quand je me prends un gros vent, je suis quand même souvent un peu déçue quelque part. Et je dois travailler sur moi pour combattre ces attentes et me dire que c'est pas grave. Et parce que finalement, la nature fourmille tellement de possibilités, tellement de... Enfin, c'est un terrain de jeu infini finalement. Et plus toutes les surprises qui s'invitent, que ce soit des animaux, un effet de lumière, la météo. Et donc, ce qui compte effectivement, c'est notre posture, et c'est l'environnement, le cadre sécurisant qu'on va réussir à instaurer, beaucoup plus que comme tu dis, le catalogue d'idées et d'activités qu'on va embarquer, quoi. Et je trouve que du coup, la formation permet vraiment de se recentrer sur ces indispensables-là, plus que sur ce qu'on peut retrouver par ailleurs, voilà, les listes d'idées, quoi. En dernière question, puisqu'on arrive à la fin de notre échange, j'avais justement en tête de te demander si tu avais des indispensables en termes d'outils, de matériel que tu amènes en sortie, ou au contraire, tu es plutôt dans dans l'habitude de ne rien emporter. Qu'est-ce que tu mets des trucs dans ton sac à dos? Oui, je mets des trucs dans mon sac à dos, et maintenant j'ai même mon sac dans le garage qui est prêt à prendre, parce qu'avant je mettais les affaires, je ressortais à chaque fois et c'était une grosse logistique. Et maintenant j'ai mon sac spécial sortie nature qui est voilà, prêt à prendre, qui est lourd, et où finalement on sort rarement des choses de cette botte, de cette grosse hotte, on va dire. Mais donc ce que je prends quand même toujours et qui nous est quand même souvent utile, ce sont les couteaux de sculpture.
parce que mes enfants aiment beaucoup sculpter et je trouve que justement ça permet soit d'alimenter le jeu livre parce qu'ils vont se fabriquer le petit truc qui manque à leur jeu, soit ça déstresse, ça détend, ça voilà. Il y a plein de projets possibles, donc on prend souvent les couteaux de sculpture, les journaux de la nature. Donc on a chacun notre cahier avec des pages blanches qui ont un bon grammage. Voilà, donc j'ai aussi une trousse avec des crayons de couleur. On prend que ça, on prend un peu plus de feutre et tout ça qui se perdent, qui sèchent. On a les crayons de couleur, les journaux de bord et la mode kitchen qu'on prend quand même souvent parce que ça a quand même du succès. Donc là, c'est la mode kitchen, c'est plein d'ustensiles de cuisine récup, des contenants et quelques ustensiles pour patouiller et jouer avec la terre. Je réfléchis. Là, comme il commence à faire nuit tôt, on prend les lampes frontales avec pour les retours tardifs. Et puis ça peut faire aussi donner lieu à plein de jeux de lumière, de transparence de feuilles, de cache-cache. Je trouve que c'est aussi un matériel qui est plein de possibilités. Et c'est tout. On a des petites boîtes à insectes aussi qui peuvent du coup faire office de contenant si on trouve des petits trésors. Et de la ficelle. Oui, si, la ficelle. Parmi les meilleurs jouets au monde. J'ai une petite bobine de ficelle avec. Voilà, au cas où. Oui, après les couteaux, je m'attendais à entendre la ficelle, tu vois. Et effectivement, avec ces deux outils-là, déjà, le champ des possibles est énorme, quoi. Bon, bah écoute, Pauline, merci beaucoup d'avoir partagé ton expérience. Je suis vraiment contente qu'on ait eu cet échange, enfin, après plusieurs mois à échanger par écrit sur Instagram. Et puis peut-être qu'on se croisera lors de rencontres PPN, j'espère. Ce serait génial. Merci Claire pour ton invitation. J'ai eu beaucoup de plaisir à échanger et tu m'as fait réfléchir à des chouettes questions. Je vais essayer de continuer de réfléchir là-dessus. Merci. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. J'espère que cette discussion vous a plu et qu'elle éveille en vous une certaine curiosité pour l'éducation en plein air, voire même, peut-être, une envie de militer pour qu'elle se répande davantage. Pour en savoir plus sur mon invité du jour, je vous invite à vous rendre sur le site pédagogieduvivant.fr. Vous y trouverez toutes les infos à son sujet, ainsi que ses recommandations. Sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et d'ici là, n'oubliez pas, sortir, ça ne doit être que du kiff. Allez, ciao ciao, à bientôt.